Bonjour, savez-vous que l'eau peut vraiment faire une différence dans votre vie? Est-ce que vous en buvez assez? Dans l'émission d'aujourd'hui, on va explorer le rôle de l'eau dans la prévention des maladies, la digestion et votre bien-être en général. Restez là, moi je vais remplir ma bouteille et je reviens. Bienvenue à cet épisode de Cap sur la santé. Je suis Roland Scalier et aujourd'hui en studio, j'ai avec moi Isabelle Grondin-Atwood. Bonjour Isabelle. Bonjour Alain. Aujourd'hui, on va donc aborder le sujet de l'eau. L'eau, c'est un élément qui est tellement simple et tellement évident que j'ai l'impression qu'on a parfois tendance à l'oublier. Oui, en effet. C'est pourquoi je pense que c'est important de noter ici que le corps est composé d'environ 70% d'eau. 70%, c'est énorme. Oui, c'est vrai. Puis juste avec cette information-là, on peut tout de suite commencer à comprendre que l'eau est essentielle pour la santé. En fait, c'est important de remplacer l'eau qu'on perd puis de garder notre corps bien hydraté. On sait aussi qu'on peut survivre sans nourriture pendant environ 30 à 40 jours, mais on peut seulement survivre quelques jours sans eau. Oui, tout à fait. Dans les quelques minutes qui vont suivre, on va regarder un peu plus en profondeur les effets de l'eau sur notre corps. Mais d'abord, je pense que ce serait intéressant de savoir un peu les habitudes de monsieur, madame, tout le monde en ce qui concerne l'eau. Donc, avec l'équipe de Mieux Vivre, on est allé interroger les personnes du grand public. On va aller voir leurs réponses. Ben moi, je commence toujours par un verre d'eau le matin, puis j'essaye de boire mes 8 à 10 verres d'eau par jour, là. Puis sinon, ben je suis tisane, un petit café. Des fois, je bois du jus. Je prends du kombucha, de thé kombucha. Alors moi, je bois beaucoup d'eau. Quand j'ai soif, c'est de l'eau. Ça peut être du jus sans sucre à l'occasion. Je bois en général de l'eau, mais sinon, en soirée, j'aime bien boire une tisane, du thé. Mais moi, je bois pas grand-chose d'autre que de l'eau. Je bois quelques fois du jus, quelques fois du chocolat chaud, quelques fois du lait. Mais là, aujourd'hui, j'ai acheté un soda au gingembre. Ça me désaltère. C'est super bon. Ça me donne de l'énergie. En général, quand j'ai soif, je vais boire de l'eau ou des tisanes. C'est vraiment mon habitude. Du jus, de la liqueur. Je dirais du thé glacé. C'est vraiment ce que je bois le plus souvent. 4 verres. Je dirais au moins 3 verres d'eau par jour. Au moins 2. 4 à 5 litres, ça dépend des journées. J'en prends moins 3 comme ça. En plus de mes tisanes, puis tout ça, moi, je bois beaucoup. Environ 1 litre d'eau par jour. Non, je n'achète pas. Première des choses. Deuxième des choses, c'est de la pollution. J'achète pas d'eau jamais. C'est contre mes principes. Des fois, je l'achète. J'aime pas beaucoup l'eau embouteillée parce que je trouve pas ça très écologique. J'aime pas beaucoup l'eau en bouteille par le voyage que ça fait. Je trouve pas ça écologique. L'eau du robinet, je lui fais pas confiance. Donc, je me suis acheté un filtre pour moi. Un filtre au charbon chez moi. C'est le meilleur des mondes que j'ai pu trouver parce qu'effectivement, des filtres, c'est cher. J'ai un puits, là, fait que j'ai pas de problème. Ben moi, je reste à la campagne, fait que c'est mon puits là, de la campagne que je prends pour... c'est très rare que je vais prendre d'autres sources d'eau. Si je suis à Montréal, c'est sûr, je bois pas l'eau de Montréal. Mais ici, je considère que l'eau, quand même, elle est assez bonne. Isabelle, en écoutant les réponses de ces gens, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui savent que c'est important de boire de l'eau, mais ils savent pas tous pourquoi. Donc, pourquoi est-ce que c'est si important de boire de l'eau? Mais en fait, l'eau, c'est la deuxième substance la plus importante pour notre santé après l'oxygène. L'eau, en fait, c'est un solvant qui vient agir comme moyen de transport universel des différentes substances de notre corps. Donc, finalement, l'eau est à la base de tous les processus biologiques du corps humain. D'accord. Maintenant, je pense que la question logique qu'on se pose tous, c'est quelle quantité d'eau est-ce que notre corps a besoin d'avoir chaque jour? Pour savoir la réponse, on a été rencontrer Dr Lemay, qui est médecin généraliste à la clinique Laurier à Saint-Christophe d'Arthabasca. On va l'écouter.
Alors, lorsqu'on pense à notre besoin quotidien en eau, il faut surtout penser à ce que notre corps perd à chaque jour en fait de liquide. Le corps, on le sait, est composé de beaucoup d'eau et ce liquide est maintenu en bonne condition par nos reins, qui sont comme une usine de filtration très efficace. Il faut se rappeler que le sang est filtré par nos reins environ 50 fois dans une journée, ce qui représente 180 litres de liquide qui sont filtrés à tous les jours. La majorité de ce liquide-là, bien sûr, est absorbé parce qu'on n'urine pas 180 litres par jour, on serait complètement déshydraté. Donc, le liquide est réabsorbé pour pouvoir être recyclé et être utilisé pour d'autres fonctions dans le corps à nouveau. Par contre, certains organes comme les poumons, la peau, les reins, le système digestif vont éliminer une quantité d'eau qui est équivalente à peu près 2,5 à 3 litres par jour. Pour pouvoir garder un bon équilibre dans notre corps, on doit consommer ce liquide pour pouvoir le remplacer. Une partie va être retrouvée dans la nourriture, c'est-à-dire environ 0,5 à 1 litre de liquide par jour. Et on doit donc consommer sous forme de liquide ce qui reste pour pouvoir supplémenter, c'est-à-dire 1,5 à 2 litres. Si on consomme suffisamment de liquide et d'aliments riches en eau, c'est-à-dire les fruits, les légumes, ça ne devrait pas être un problème. Mais une chose qu'il faut se rappeler, c'est que la quantité d'eau que l'on boit va être déterminée non pas seulement par la soif, mais par nos habitudes de vie. Parce que dès qu'on ressent la soif, c'est déjà un signe que notre corps est en manque de liquide. Donc, on est déjà un petit peu déshydraté. Donc en fait, chaque jour, il faudrait qu'on boive entre 1,5 litre à 2 litres d'eau. Et ça, c'est en plus de l'eau qui est contenue dans nos aliments. Mais qu'est-ce qui provoque la sensation de soif? En fait, c'est assez simple. Quand le corps humain dépense de l'eau, la quantité de salive dans la bouche diminue. Quand les glandes salivaires produisent moins de salive, notre bouche devient plus sèche. Et c'est justement cette sécheresse de la bouche qui est vécue comme la sensation de soif. OK, mais j'imagine qu'il y a aussi d'autres signes de la déshydratation. D'ailleurs, j'ai posé la question à Dr Lemay, on va voir ce qu'elle a dit. Alors, les symptômes de déshydratation vont bien sûr dépendre de l'intensité de la déshydratation que la personne a. Une déshydratation légère, vous avez probablement déjà tous remarqué que lorsque vous avez soif, vous avez peut-être aussi un genre de petit manque d'énergie, vous vous sentez un peu moins productif au travail. Des fois, on peut avoir des légers maux de tête et chez certaines personnes, vous allez remarquer que vous aurez moins besoin d'aller uriner. Il va y avoir une diminution du volume urinaire. On peut remarquer aussi que les muqueuses de la bouche sont plus sèches. Par contre, quand la déshydratation devient plus prononcée, chose que l'on retrouve quand certaines maladies sont impliquées, on peut se retrouver face à des symptômes qui sont un peu plus graves, c'est-à-dire l'augmentation de la fréquence cardiaque, l'augmentation de la fréquence respiratoire, vraiment une léthargie. La personne, c'est pas juste un manque d'énergie, elle devient moins alerte aux stimuli autour d'elle. Et puis, il va y avoir aussi une diminution de la pression artérielle. Quand ces symptômes surviennent, je vous conseille d'aller consulter le plus rapidement possible pour pouvoir assurer une réplétion efficace des liquides de votre corps afin que vous ne souffriez pas des effets secondaires d'une déshydratation qui est plus importante. Maintenant, pour mettre les choses au clair, les 2 litres d'eau dont on a parlé il y a un instant, est-ce que ça doit être forcément de l'eau ou est-ce que ça pourrait être un autre liquide? Parce que on s'entend que de l'eau, il y en a un peu dans toutes les boissons, il y en a dans le café, il y en a dans les boissons gazeuses, il y en a un peu partout. Oui, en fait, c'est sûr que dans toutes les boissons, il y a de l'eau. Mais il y a parfois aussi d'autres substances superflues ou même nuisibles qui ne sont pas nécessaires du tout à l'hydratation. Je prends par exemple la boisson gazeuse qui contient, oui, de l'eau, mais aussi beaucoup de sucre et donc beaucoup de calories qui sont en fait pas nécessaires du tout pour le corps humain. Ah bon, ouais. Donc, dans ce cas, on va aller voir ce que Dr Lemay en pense. L'interrogation est intéressante parce qu'elle a fait parler plusieurs personnes et donc on retrouve différentes opinions qui sont assez contradictoires. Certaines personnes croient que l'eau est le seul liquide qui peut permettre la bonne hydratation du corps, alors que d'autres croient que tout simplement prendre du liquide va fonctionner parce que le corps va aller y chercher l'eau dont il a besoin pour être capable de fonctionner. Je crois qu'aujourd'hui, ce serait juste important de simplifier la chose et tout simplement reporter le focus sur ce qu'on recherche comme effet quand on consomme un liquide. Lorsqu'on prend un jus, par exemple, on va aller chercher de liquide et l'eau qu'il y a dans le jus pour pouvoir s'hydrater, mais on va certainement aussi aller chercher les calories qui sont dans le jus. Et c'est la même chose qui se retrouve avec les boissons gazeuses. Et les boissons gazeuses également vont comporter d'autres substances qui peuvent être plus ou moins bonnes pour le corps, tout dépendamment de ce que l'on consomme.
Lorsqu'on consomme de l'eau, on donne à notre corps un liquide qui est dépourvu de calories, dépourvu de substances qui sont superflues et qui est quand même appréciable pour hydrater dans un contexte de vie de tous les jours, un contexte normal. On ne parle pas nécessairement du contexte du sportif ou d'autres contextes particuliers, mais le contexte de la vie de tous les jours. On évite ainsi un travail supplémentaire à notre corps tout en assurant une hydratation qui est adéquate. Donc personnellement, j'en conclus que l'eau, c'est en fait la boisson idéale pour mon corps. Elle est avantageuse par rapport aux autres boissons. Maintenant, est-ce qu'il y a des moments dans notre vie où est-ce qu'on a besoin de boire plus d'eau qu'à d'autres moments? Oui, en effet. En fait, le plus évident, c'est bien sûr lorsqu'on fait un exercice physique intense, par exemple. Plus on augmente notre activité, plus notre corps consomme d'eau, plus il en perd aussi, donc il va falloir la remplacer. Il y a aussi d'autres situations. Par exemple, quand une femme est enceinte, quand elle est en période de grossesse, son volume de sang va augmenter beaucoup, donc son besoin d'eau va augmenter aussi beaucoup. Il y a aussi la période d'allaitement, en fait, quand la femme va produire du lait. Le lait maternel, en fait, est composé en grande quantité d'eau, donc cette eau-là aussi, il va falloir qu'elle soit remplacée. Il y a aussi, en fait, les périodes de chaleur intense qui vont aussi augmenter notre besoin d'eau. Et finalement, il y a aussi les maladies infectieuses qui vont principalement celles qui vont impliquer, par exemple, la diarrhée, les vomissements, même les pertes de sang. Toutes ces choses-là vont aussi augmenter notre besoin en eau. Isabelle, j'aimerais maintenant qu'on analyse un peu plus en profondeur les bienfaits de l'eau sur différents aspects de notre santé. Et pour commencer, j'aimerais qu'on se penche tout simplement sur le bien-être. Donc, en quoi est-ce que notre consommation d'eau peut contribuer à notre bien-être? En fait, tout d'abord, je pense que c'est peut-être intéressant de mentionner qu'une bonne hydratation du corps va nous aider à avoir un beau teint. L'eau débarrasse le corps des toxines, des impuretés, puis ça nous aide donc à avoir une belle peau saine. Oui, je pense que c'est un aspect qu'on a tendance à oublier, mais qui est certainement pas négligeable. Et en plus de ça, Dr Lemay nous a aussi parlé d'un autre aspect, qui est la relation entre notre consommation d'eau et notre niveau d'énergie. On va tout de suite écouter sa réponse. Je suis sûre que vous, comme moi, et la plupart des gens qui nous écoutent aujourd'hui avons remarqué que lorsque on est en manque de liquide, on se sent plus fatigué, on est un peu moins productif au travail, certaines personnes vont avoir un léger maux de tête. Et le fait de consommer un grand verre d'eau peut chasser la fatigue qui vient par la déshydratation légère. Donc, dans certains cas, il peut être avantageux d'opter pour un verre d'eau au lieu d'un café ou d'une boisson gazeuse pour aller chercher la stimulation que l'on recherche, parce que le fait d'avoir un corps bien hydraté va aller chasser une certaine fatigue. C'est rare qu'on considère l'eau comme une boisson énergétique, mais de toute évidence, on sous-estime ses effets. J'aimerais maintenant qu'on se tourne vers un autre aspect de notre santé et des bienfaits de l'eau. Est-ce que notre consommation d'eau peut nous aider à prévenir ou à même soulager certaines maladies? Oui, tout à fait. Par exemple, en buvant assez d'eau, on peut s'aider à lutter contre certaines maladies infectieuses. Le fonctionnement du système immunitaire est optimisé par une bonne hydratation, comme en fait tous les organes du corps humain. Donc, une bonne hydratation va aussi nous aider à remplacer la perte accrue d'eau, par exemple, lors de la transpiration et de la fièvre. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes de santé qu'on pourrait s'éviter en buvant de l'eau? On a déjà mentionné que c'est très important pour notre cerveau d'être bien hydraté. Et une autre raison, c'est qu'en buvant assez d'eau, on peut prévenir aussi l'apparition de certains maux de tête et ça peut aussi nous aider à réduire la fièvre. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je me souviens, quand j'étais aux études, je suis rentré à la maison un jour en hiver pour les vacances de Noël, en fait. Et après une longue session, je suis tombé malade, j'avais de la fièvre. Et donc, une journée, j'ai bu 6 à 7 litres d'eau et puis après, je me sentais beaucoup mieux. OK, mais ça, c'était peut-être un peu beaucoup. Oui, c'était assez extrême, je suis d'accord, mais je suis curieux de savoir ce que Dr Lemay en pense. On va tout de suite voir ce qu'elle va dire. L'eau intervient également dans la régulation de la chaleur de notre corps. On sait que pour que les cellules de notre corps fonctionnent bien, c'est important que la température soit assez standard et stable. L'eau qui circule dans notre corps permet de récupérer la chaleur qu'on peut avoir en trop et la transporter vers la peau pour être éliminée par la transpiration. C'est un peu le même principe finalement que le système de refroidissement d'une voiture. Lorsqu'on est fiévreux, c'est très important donc de bien boire de l'eau, premièrement pour aider à régulariser la température de notre corps, mais surtout pour pouvoir
remplacer la quantité d'eau que l'on va perdre au niveau de notre peau par l'augmentation de la chaleur corporelle et l'augmentation du métabolisme également. Maintenant, quand on boit de l'eau, elle passe d'abord par l'estomac, puis par les intestins, avant d'affecter le reste du corps. Donc j'imagine qu'elle doit aussi avoir un effet sur notre système digestif. Oui, tout à fait. Tout d'abord, le tube digestif a besoin d'eau pour fonctionner. Lorsqu'on est déshydraté, le corps va aller recycler le plus d'eau possible, puis il va tenter d'aller chercher le maximum d'eau au niveau des selles. Il en résulte donc la constipation. Dans les cas extrêmes, même un blocage intestinal peut se produire. Donc l'eau est en fait essentielle pour que la digestion puisse bien se faire. Oui, mais c'est pas tout. L'eau est aussi utilisée pour transporter les nutriments à partir des organes digestifs jusque dans le sang. Bon, ça a l'air un peu plus complexe. On va demander à notre spécialiste de nous expliquer ça plus en détail. Quand on consomme de la nourriture, il y a une quantité impressionnante de sucs gastriques, biliaires et pancréatiques qui vont être sécrétés. L'ensemble de ces liquides va avoir deux fonctions. La première, c'est de liquéfier les aliments. On sait que pour pouvoir assurer une bonne absorption des aliments, des nutriments, on doit avoir tous les aliments bien dilués dans une solution liquide pour que le maximum de nutriments puissent se retrouver en contact avec la muqueuse de l'intestin. De plus, il y a des enzymes qui nous permettent de démolir, si on voudrait dire, les grosses particules en petits nutriments qui vont être facilement absorbés par l'intestin pour que le tout puisse se ramasser dans le sang et éventuellement en voyageant dans le système vasculaire vers nos organes. Maintenant, est-ce que le système vasculaire permet le transport d'autres éléments que seulement les nutriments? Oui, le sang, en fait, est un organe liquide, donc composé de beaucoup d'eau. Il permet la circulation de plusieurs éléments, dont certaines cellules, l'oxygène, les médicaments et j'en passe. Oui, et je pense que c'est aussi vrai d'ailleurs pour les déchets du corps. Exactement. Pour que toutes nos cellules puissent fonctionner avec un rendement maximal, on a besoin que deux choses se passent. Elles doivent recevoir les nutriments, puis elles doivent aussi être capables d'éliminer les déchets. Sans ces fonctions, notre organisme ne peut fonctionner de façon optimale. Et comment est-ce que les déchets sont éliminés? Eh bien, habituellement, les reins et le foie sont les moteurs pour débarrasser le corps de substances nuisibles. Et ces deux organes-là, ont besoin de bonnes quantités de fluide pour pouvoir faire leur travail comme il faut. Donc, une bonne hydratation va aider à éliminer les déchets libérés par les cellules. D'accord. Donc, c'est clair que pour que la digestion et la transformation de nos aliments se fassent correctement, il faut boire assez d'eau. Mais moi, depuis que je suis tout petit, on me dit qu'il faut surtout pas boire en mangeant parce que ça noie notre repas et puis c'est pas bon. Donc, j'aimerais que Dr Lemay nous éclaire un peu sur ce sujet. C'est sûr que l'idéal, c'est d'essayer de consommer son liquide à un autre moment que pendant les repas et pour plusieurs raisons. Par exemple, les personnes qui souffrent de gastro-reflux œsophagien vont bien vous dire que de consommer de l'eau en même temps que le repas va comme entraver un peu leur digestion. Par contre, si le fait de boire en mangeant aide une personne à consommer de l'eau, alors je vais dire c'est bien mieux de boire en mangeant que de ne pas boire du tout, bien sûr. Isabelle, une dernière question que j'aimerais qu'on examine, c'est comment l'eau peut nous aider à contrôler notre poids ou même à en perdre? En fait, si déjà on remplace toutes les boissons qu'on consomme déjà par de l'eau, on va diminuer déjà de beaucoup notre consommation de calories. D'accord. Mais le plus difficile pendant une diète, c'est de combattre la faim et le désir de manger. Oui, c'est vrai, mais là encore, l'eau peut nous aider parce qu'elle va remplir l'estomac et les intestins, puis elle va nous donner l'impression d'être rassasié. Donc, même si l'eau ne calmera pas la faim aussi bien qu'un aliment solide, par exemple, cette impression-là d'être rassasié peut nous suffire justement pour nous remotiver et enfin, on va éviter à ce moment-là de grignoter entre les repas. D'accord, oui, ça c'est un bon truc pratique à retenir. Là-dessus, on va voir ce que Dr Lemay a ajouté. Le manque d'eau au niveau de notre corps peut nous donner la sensation d'avoir faim. Moi, j'appelle ça la fausse faim. Donc, quand vous ressentez la sensation de faim, commencez par boire de l'eau pour savoir si vous interprétez de façon adéquate les signaux que votre corps vous envoie afin de faire la différence entre la soif et la faim. Isabelle, on pourrait parler encore longtemps des bienfaits de l'eau pour notre corps, mais notre temps est presque écoulé. Alors pour finir, je te propose qu'on fasse un petit résumé de tout ce qu'on a vu. Volontiers. Tout d'abord, on a vu que boire assez d'eau contribue à notre bien-être. Ça nous aide aussi à avoir un beau teint et ça améliore les fonctions du cerveau qui, par conséquent, va aussi améliorer notre niveau d'énergie. Oui, et ensuite, on a vu que l'eau peut aussi nous aider à lutter contre certaines maladies et prévenir certains symptômes comme les maux de tête. On a vu aussi que boire suffisamment d'eau
aide à régulariser la température corporelle et à avoir une gestion plus facile. Et pour finir, on a vu que l'eau joue un rôle important si on veut perdre du poids. Oui, tout à fait. Mais j'imagine que pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de boire beaucoup, ça peut paraître énorme, 2 litres d'eau par jour. Ouais, ça c'est une bonne observation. Mais je suis sûr que Dr Lemay aura un bon conseil pour nous. J'aime souvent comparer le fait de commencer à mieux s'hydrater avec le fait de commencer à faire de l'exercice. Une personne qui ne fait pas d'exercice ne va pas ressentir le besoin de faire de l'exercice, tout comme la personne qui ne s'hydrate pas énormément. Elle ne ressentira pas nécessairement la soif. Donc, tout comme une personne qui veut commencer à faire de l'exercice doit le faire de façon progressive, un peu à tous les jours, la personne qui désire commencer à mieux s'hydrater doit le faire de la même façon. Donc, je vous suggère de choisir un moment propice dans la journée où est-ce que vous allez, soif ou pas soif, consommer du liquide alors que vous n'aviez pas l'habitude de le faire. Et puis, gardez à proximité, à la vue, une bouteille d'eau, de sorte que dès que vous allez la voir, vous allez pouvoir penser plus facilement à aller vous hydrater. Donc, de cette façon, ça va être beaucoup plus encourageant que d'essayer brusquement de vous hydrater avec vos 8 verres d'eau par jour, le faire pendant 3 jours et à la fin, c'est un échec. Donc, allez-y progressivement et au bout de plusieurs semaines, vous allez vous retrouver à avoir le désir de plus vous hydrater. Et pour les personnes qui n'aiment pas l'eau, j'aimerais ajouter un petit peu de citron, un peu de jus de lime. Ça peut ajouter une saveur qui est intéressante pour les personnes qui n'aiment pas le goût de l'eau. Je pense que c'est un très bon conseil que Dr Lemay nous a donné ici. Nous, on va aller boire un verre d'eau, mais tout de suite après la pause, je reçois le Dr Yvon Grondin qui va nous parler de l'hydrothérapie. Alors ne partez pas, on revient tout de suite. Mieux vivre, c'est des ressources pour une vie meilleure. Pour accéder à nos vidéos, nos émissions de radio et nos articles, visitez-nous au www.mieuxvivre.org. On est de retour et j'ai maintenant avec moi en studio le Dr Yvon Grondin qui est chiropraticien. Dr Grondin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Dites-moi, l'eau est certainement bénéfique pour l'interne, mais j'imagine aussi que l'eau peut être bénéfique pour l'extérieur de notre corps. Et aujourd'hui, on entend parler d'hydrothérapie. Qu'est-ce que c'est? L'hydrothérapie veut dire hydro, eau. Ça veut dire et thérapie, ça veut dire utiliser l'eau pour soigner, en fait. Et cette eau peut être utilisée de bien des façons. On peut l'utiliser sous différentes formes. La vapeur, le jet d'eau, la glace, les bains, les frictions de glace, les enveloppements, les compresses et les douches. De telle sorte que on peut toujours utiliser l'eau pour, si vous voulez, diminuer la douleur qu'on peut avoir dans une articulation, dans un muscle, ou peu importe l'endroit où nous avons mal. Oui, d'accord, mais par exemple, dans les cas de compresse, comment savoir si on doit utiliser le chaud ou le froid, les deux? Comment est-ce qu'on fait? La réponse est simple. Dans la plupart des cas, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. Parce que l'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Quand vous occasionnez un changement de température dans un joint, soit par l'eau chaude ou par la glace, bien, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous activez les circulations sanguines. D'accord. Parce que le corps a un thermostat à l'intérieur. Puis s'il s'aperçoit qu'il y a une chaleur trop grande sur un joint, il va envoyer du sang énormément pour tempérer. Donc, en envoyant ce sang, ça va en même temps éliminer les déchets qui se trouvent dans le joint. Donc, vous allez créer un effet, si vous voulez, qui est très bon pour l'organisme. La glace va faire la même chose. Par contre, dans la glace, il y a une contre-indication. On ne peut pas utiliser la glace, par exemple, quand il y a des implications neurologiques. Comme par exemple, si vous faites une névralgie brachiale, si l'on dit que vous avez une douleur très forte dans le bras et c'est causé par un nerf qui est enflé, qui est inflammé, à ce moment-là, vous allez être beaucoup mieux de ne pas utiliser de glace parce que justement, vous pouvez empirer la situation. Oui, mais Dr Grondin, est-ce qu'on peut utiliser les deux en même temps, le chaud et le froid, sur un même joint dans une même thérapie? Et en fait, oui, c'est très bénéfique aussi parce que le contraste va créer encore une augmentation de l'afflux sanguin. Et une augmentation va créer encore plus de nettoyage. Toujours en évitant quand il y a une névralgie qui est associée au problème, des problèmes neurologiques. Mais une chose qu'il faut se souvenir, c'est quand on utilise le chaud et le froid, on devrait d'abord toujours commencer par le chaud. Ça, c'est une chose qu'il faut se souvenir. Et la maintenir pour une période de 3 à 5 minutes. Ensuite, on peut passer au froid
pour une période de 30 secondes à 1 minute. On peut bien sûr alterner plusieurs fois pour de meilleurs résultats, en se rappelant toujours de terminer par le froid. Docteur Grondin, est-ce qu'il y a moyen d'utiliser l'eau pour traiter des maladies telles que la grippe, la fièvre, le rhume ou bien même quelques inflammations? Oui. Et ça, cette question-là est très importante. Notre organisme va vaincre ces microbes en élevant la température. C'est pour ça, quand vous faites une grippe, bien, vous avez une température. On devrait s'aider en maintenant la température élevée. OK? C'est que si vous allez dans un bain puis vous mettez l'eau très chaude et vous restez dans le bain jusqu'à temps que vous commenciez à suer. Et quand vous allez commencer à suer, vous allez mettre un sac de glace sur votre tête et vous allez rester dans l'eau chaude encore pendant 5 minutes. Ça va avoir un effet extraordinairement bénéfique dans votre organisme parce que ça va fouetter votre système immunitaire qui va faire que vous allez avoir d'un coup sec une armée de soldats qui vont combattre justement le virus ou le microbe. Docteur Grondin, l'élément le plus banal peut-être et qu'on a tendance à oublier, c'est la douche tout simplement. Comment est-ce qu'on peut utiliser notre douche à des fins thérapeutiques? C'est une question qui est tellement importante et en même temps, ça peut être tellement aidant dans la vie de tous les jours parce que vous savez qu'un contraste dans la douche va stimuler votre système immunitaire d'une façon incroyable. Et ça va même vous aider dans plusieurs conditions, des conditions de digestion difficile, de maux de tête, de douleurs articulaires. Vous entrez dans votre douche, puis vous mettez votre douche au plus chaud que vous pouvez l'endurer sans vous brûler, bien sûr. Faites toujours faire attention à ça. Vous gardez votre eau très chaude pour une période de 3 à 5 minutes, pour ensuite passer à l'eau la plus froide que vous pouvez endurer, pour une période de 30 secondes à 1 minute. On peut alterner comme ça du chaud au froid 3 à 5 fois en se souvenant bien de terminer toujours par le froid. En résumé, Dr Grondin, qu'est-ce qu'on doit retenir sur l'utilisation de l'eau? Il y a plusieurs choses à retenir. La première chose à retenir, c'est que on n'est pas les premiers qui vont utiliser l'eau pour se soigner. Nos grands-parents, nos aïeuls utilisaient l'eau beaucoup. Aujourd'hui, nous avons tous les analgésiques qui sont sur les tablettes, qui sont là constamment, que nous avons tendance à utiliser à outrance, mais sachant que l'eau peut nous aider à guérir cela sans effet secondaire, j'espère que ça va changer nos habitudes puis que nous allons commencer à penser à utiliser l'eau justement comme thérapie. Donc, on aurait avantage à apprendre à bien utiliser l'eau pour se soigner. Dr Grondin, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Et à nos téléspectateurs, merci à vous aussi d'avoir été là. Pour commander un DVD de cette émission ou pour voir les autres vidéos produites par l'équipe de Mieux Vivre, visitez-nous sur le web au www.mieuxvivre.org. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et ne manquez pas notre prochaine émission de Cap sur la santé.